On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une phrase qui apparaît dans une information? Faut-il la présence d'un compas? Non, pas obligatoirement. Si dans le journal vous trouviez la phrase suivante. Hier, il a beaucoup plu au Vatican. Cela voudrait dire, hier, on a dévoilé de grands secrets au Vatican. Vous iriez voir ce qui s'est passé la veille au Vatican, en consultant les articles qui en parlent dans la presse. On a dévoilé des secrets dont la révélation nous avait échappé la veille, et en y regardant de près, on finit par comprendre ce qui s'est réellement passé. On peut s'y connecter parce qu'on sait maintenant que les choses vont suivre leur cours. Si un secret a été dévoilé, l'Église fera tout pour minimiser l'événement. D'autres institutions appuieront là où cela fait mal. Il faut donc intervenir. Le mot-clé dans ce cas était la pluie. Oui, quand les frères se réunissent et qu'ils échangent des paroles sur les secrets, sur les rituels ou d'autres sujets maçonniques, et que quelqu'un dit soudain « il pleut », il faut arrêter les conversations. On regarde autour de soi parce qu'il est très probable qu'un type dans l'assistance ne soit pas un frère ou soit de grade inférieur, c'est-à-dire qu'il n'ait pas le droit d'entendre ce qui se dit. On change de sujet de conversation ou de façon de parler, on adapte son expression de telle façon que le profane, le non-initié ou même l'apprenti ne comprennent pas de quoi il s'agit. On parle prudemment. On peut dire également que j'ai dit quelque chose sub rosa, c'est-à-dire sous la rose. Parler sous la rose signifie que ce qui se dit ne doit pas être colporté. Les interlocuteurs savent à quoi s'en tenir. On peut être sûr que rien de ce qui a été dit sub rosa ne sera divulgué. Le mot-clé apparaisse dans la presse et aux informations télévisées. Merci. Cela recoupe ce qui est dit dans le dictionnaire de la franc-maçonnerie. Soyez prudents quand vous parlez en public, afin que personne, même l'étranger le plus malin, ne puisse entendre des choses qu'il n'a pas à entendre. Vous devez être capable de faire dévier une conversation et la conduire en l'honneur de votre honorable confrérie. Qu'en est-il d'une poignée de main quand un homme politique les utilise par exemple? Je me souviens d'une dépêche de presse avant les élections législatives de 2005, que l'on pouvait trouver dans tous les grands magazines de société. Je savais par un initié que les élections déboucheraient sur une grande coalition, mais le public n'en savait encore rien. Angela Merkel et Franz Müntefering, les leaders des deux grands partis politiques allemands, apparaissaient sur une photo avec la même position de la main en dessous du cou, alors que le troisième candidat de la droite libérale, FDP, était représenté autrement. Le mouvement de la main droite en travers de la poitrine de gauche à droite, le bout des doigts passant à 3 ou 4 pouces au-dessous du menton est le signe commun de la loge. C'est un signe que pratiquaient sans doute déjà les Esséniens. Ce signe a débouché sur le signe de l'apprenti, dans lequel on lève la main et on la retire par la droite. Tous les signes maçonniques ont un rapport avec l'angle droit, l'équerre et le sous-entendu que l'on préférait se faire couper la tête que de révéler un secret. Il existe une multitude de signes, mais en public, on se contente de mettre sa main sur le cœur lors d'événements solennels. C'est le signe de l'apprenti qui dévoile l'appartenance à l'ordre. Le signe près du cou est déjà plus précis. L'exemple d'Angela Merkel. Cela voulait dire que pour la franc-maçonnerie, le résultat des élections était déjà décidé. Je pensais que le signe près du cou était le signal de détresse. Non, le signal de détresse est tout autre. On met les deux mains pliées au-dessus de la tête, on retourne les paumes et on lève les mains vers le haut. C'est difficile à présenter dans la presse. J'ai réuni quelques photos ces dernières années où l'on voit des hommes politiques
ou le pape, qui ont été photographiés avec les mains en forme de triangle au-dessus de la tête. Est-ce le signe que la situation est difficile? C'est possible. Il faut que je voie la photo ou l'article qui correspond à ce signe. Y a-t-il un autre exemple? On peut être assis dans un fauteuil ou soudain étirer les jambes de cette façon. On a l'air de se détendre. C'est en fait un signe maçonnique. Il existe une autre forme de signal de détresse. On dit la phrase suivante. À moi, le fils de la veuve de Naphtali. J'ai assisté à une conférence de thérapeutes et de naturopathes à la fin de laquelle l'orateur a dit au public, après avoir parlé assez longtemps, je voudrais rencontrer les enfants de la veuve près de la colonne de la salle d'entrée. Le public n'a pas entendu le message, mais les frères dans la salle se sont tous rendus près de la colonne. Ils avaient compris le message. J'ai vu un médecin me serrer la main d'un signe maçonnique alors que j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Il faisait cela à tous les patients. Il appuyait son pouce sur la jointure de l'index, le signe de l'apprenti. Celui qui reçoit le salut, moi dans ce cas, supporte la main, la tient un instant et passe au signe suivant. C'est donc la jointure de l'index? Oui, c'est cela. C'est le signe de l'apprenti. Et le médecin, quand il aura fini sa visite, reviendra pour s'entretenir un petit moment. C'est une façon de se rapprocher, d'échanger, de faire connaissance, de rencontrer un frère. C'est comme cela que ça marche. Comme vous pouvez le constater, les choses sont simples. Il n'y a rien de mystérieux. On est content. C'est un collègue, un frère de loge. C'est amusant même. Beaucoup de francs-maçons font le signe à toutes les personnes qu'elles rencontrent. De temps en temps, ils tombent sur un frère. Est-il possible de prendre des photos de ce rituel de reconnaissance? C'est difficile à décrire, car cela va souvent très vite. Le toucher est rapide. On passe du signe de l'apprenti à celui du compagnon. On continue pour savoir à quel grade appartient celui qu'on rencontre. Cela prend quelques secondes. Il arrive qu'on prenne l'avant-bras ou le coude de la personne dans sa main. On pourrait le filmer. Avec des photos, c'est moins bien. Ces signes sont-ils employés dans les affaires? Bien sûr. Quand je suis dans une ville que je ne connais pas, si quelqu'un me salue de cette façon, je sais que je pourrais compter sur lui. Je travaille dans tel ou tel domaine. Peux-tu me mettre en relation? Y a-t-il des frères qui peuvent m'aider? On est mis en relation. On ne se rencontre pas dans les bureaux, mais en loge. Il ne s'agit pas d'encourager les affaires entre frères, mais il est courant de faire des affaires dans des loges. Ce n'est pas mauvais. Et entre frères, on a un tout autre rapport de confiance qu'avec des inconnus. Si par contre il apparaît qu'un frère en a escroqué un autre, cela peut être très désagréable pour celui qui l'a fait. C'est comme pour la mafia, il existe un code d'honneur. Selon cette perspective, la maçonnerie est en fait très utile dans la vie des affaires, en politique, de toute façon. La politique impose des nécessités pour faire carrière. Il faut impérativement être franc-maçon. C'est obligatoire aux États-Unis, en Angleterre et en Scandinavie. Indépendamment de l'obéissance à laquelle on appartient. En général, oui. On se reconnaît mutuellement, même si les formes d'enseignement sont différentes. Parlez-nous encore des poignées de main. Pourquoi existent-elles? Quel est le sens? Chaque degré a ses signes et mots de reconnaissance. Ils sont là pour sensibiliser le frère sur son chemin pour qu'il ne divulgue pas ce qu'il vient d'apprendre à des frères qui n'ont pas encore atteint son grade. Ce serait les empêcher de vivre eux-mêmes cette aventure. Après de nombreuses années de pratique, on reconnaît dans les hauts grades l'importance d'avoir appris à se taire. Les personnes qui savent tenir leur langue et garder des secrets sont très appréciées dans la vie publique et dans le monde des affaires. Quand on postule pour un travail qui requiert de la discrétion et de la fiabilité et qu'on peut faire valoir une longue pratique dans la franc-maçonnerie, on a éventuellement un grand avantage. On peut se faire connaître aussi dans le monde profane de diverses façons. La confrérie est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Dans la vie de tous les jours, on peut croiser des frères et entrer en contact en toute confiance. Il ne faut pas rompre le silence. Tout le monde sait que les francs-maçons ne doivent pas dévoiler leurs secrets et qu'ils sont condamnés s'ils le font. Il y a toujours eu des exceptions, il y a toujours eu des exécutions publiques, mais rien ne peut le prouver. Vous savez entretenir le suspense. Donnez-moi encore quelques détails sur votre cheminement dans les hauts grades. J'aimerais répondre à cette question après avoir fini mes explications. Je vous répondrai longuement et vous dirai pourquoi il n'est pas souhaitable pour l'instant que je vous donne mon vrai nom.
Vous savez entretenir le suspense. Donnez-moi encore quelques détails sur votre cheminement dans les hauts grades. Après avoir franchi les 3 degrés de la loge de Saint-Jean, j'ai franchi les 3 degrés suivants de la loge de Saint-André. Je suis devenu chevalier du lever du soleil d'Orient et de Jérusalem. Puis chevalier d'Occident, puis conseiller de la loge de Saint-Jean et enfin conseiller de la loge de Saint-André. Cela correspond au 10e degré. C'est la fin de la formation maçonnique. Puis j'ai changé pour le rite d'York. Comme les loges de Saint-Jean sont reconnues dans toutes les obédiences, j'ai pu commencer directement au chapitre. J'ai franchi tous les degrés pour finir comme maître de l'arc royal, qui est l'aboutissement du rite d'York. À l'inverse des autres obédiences, le rite d'York est la seule où l'on construit effectivement le temple de Salomon au cours des rituels. Dans d'autres systèmes, on ne construit jamais le temple de Salomon. On est prêt à le faire et on finit par se rendre compte qu'on n'en est pas capable. Il s'effondre et il faut le reconstruire. Aux États-Unis, on reçoit le titre de maître de l'arc royal. On nous met une couronne qui a un rapport direct avec un passage de la Bible dans les Chroniques et un autre dans le livre des rois, dans lequel les grands prêtres reçoivent une couronne. En réalité, les derniers degrés se développent comme dans l'Ancien Testament. Le dernier degré est celui du grand prêtre. On devient un grand prêtre israélite. Ces prêtres ont existé réellement dans le peuple d'Israël. Chaque tribu donnait un grand prêtre et elle avait des obligations à des heures précises pour les services du temple. Le grand prêtre avait le droit d'accéder au Saint des Saints. Dans la franc-maçonnerie, le grand prêtre a le même droit d'accès au Saint des Saints. Il est le représentant du grand prêtre d'Israël dans toute sa symbolique, la couronne incluse. En Europe, cela n'existe pas. Il n'y a pas de couronne. Il y a donc certaines différences? Oui, précisément. Ici, on ne reçoit pas la couronne, mais on passe à travers un arc vivant. C'est une formation de frères qui symbolise les mystères les plus profonds de la maçonnerie, c'est-à-dire la révélation du Dieu Jéhovah. Dans les loges bleues et dans la maçonnerie, dans son ensemble, tout tourne autour de Jéhovah. Chaque initié trouve un jour qui est Jéhovah et le rôle qu'il joue. Et qui est-il? Jéhovah est représenté dans le temple maçonnique par le vénérable maître du siège qui porte une équerre autour du cou. Jéhovah représente le principe de Lucifer. En effet. Oui, dans la maçonnerie, il faut le reconnaître au 6e degré. Dans le rite d'York, cela correspond au 7e. Et dans le rite écossais, c'est au 13e. Si on ne le reconnaît pas, il faut recommencer à zéro. Dans ce cas, on n'est pas un bon maître. Dans le rituel maçonnique, il y a un passage où le vénérable maître dit « Maintenant, nous allons voir si nous sommes un maître valable ou si on doit nous chasser sans connaissance. » Ce qui veut dire que si à cet endroit on ne sait pas qui est Jéhovah, on doit partir. Que se passe-t-il exactement? À ce degré, le postulat est confronté symboliquement au Dieu Jéhovah et il doit le reconnaître. À cet endroit, que doit exprimer le postulant? On ne doit rien exprimer, il doit reconnaître. Que reconnaît-il exactement? Il comprend que Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament, ne parle pas de rédemption. Il ne peut pas être le Dieu le plus haut, le Père aimant, comme il est présenté par Jésus. S'il n'est pas le plus haut des dieux, le grand chef, qui est-il donc? Jéhovah est le Seigneur du monde, le maître de la matière, c'est lui qui régit le monde. Mais il n'est pas celui qui correspond au rêve illusoire des hommes, du Dieu miséricordieux et aimant. C'est un Dieu qui fait peur, un Dieu qui punit, un Dieu qui se venge.